Le cercle RH, notre débat quotidien avec les experts de Smart Job. Ça, c'est l'émission du vendredi pour balayer l'actualité. Mettons l'actualité internationale de côté. Revenons à cette campagne présidentielle. Plusieurs sujets sur la table, notamment la réforme du RSA. Ça, c'est pas rien quand même, cette petite phrase d'Emmanuel Macron. Eh bien, assujettir ce RSA à des activités. Tout n'est pas très clair d'ailleurs pour l'instant au gouvernement. 15 à 20 heures de travail pour que ce ne soit pas une allocation donnée finalement à ceux qui ont ce RSA. Il y a un débat sur les apprentis qui n'est pas inintéressant parce qu'on a cartonné en termes d'apprentis, mais c'est vrai qu'il y a un débat. Ils se situent où les apprentis? C'est vraiment des vrais emplois ou qui font baisser le chômage ou est-ce qu'il faut les compter aussi comme des demandeurs d'emploi? C'est un gros sujet. Et puis un sujet là, je dirais plus léger, mais éminemment important sur la prévention des risques et en matière de santé, c'est important. 18% seulement d'entreprises en France permettent à leurs collaborateurs de faire du sport sur le lieu de travail. Badminton, ping-pong, relaxation, yoga. Et ça, c'est un élément important. Rapport de 2 députés, 2 femmes, une MoDem et une LREM sur cette question, au moment où on a voté une loi d'ailleurs de la modernisation du sport. Ça peut faire écho à cette loi. On en parle avec mes invités. À ma droite, Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des ressources humaines et non pas des relations humaines, encore que chez BLB Associés. Ravi de vous accueillir. Cédric Pironneau est à ma gauche, directeur général de SPV Assurance avec un S. Ravi de vous accueillir. Et puis Jean-Marie Leroy, dernier expert, président du cabinet Quadra Consultant, avec un S, vous aussi, à consultant, parce que vous en avez plusieurs. Commençons par le RSA. J'ai l'impression, j'aimerais avoir votre point de vue, qu'il modélise le contrat engagement jeune, si vous l'avez bien regardé, 15 à 20 heures pour ces jeunes de 16 à 25 ans, en échange de 500 € maximum. Là, le président dit pareil pour le RSA. Vous dites que c'est une bonne idée de proposer à ces allocataires qui recevaient cette somme sans rien faire, en échange, j'allais dire, de leur dire il faut peut-être se former, avancer. Moi, je pense qu'il faut avoir une lecture d'abord pragmatique et pas politique sur ce sujet-là. Et le pragmatisme, c'est quand même que quand on est éloigné de l'emploi, parce que RSA, ça veut dire 25 ans, plus de 25 ans sans emploi, ou bien moins 25 ans dans des situations particulières, également sans emploi. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont, en général, peu diplômés, voire pas diplômés, éloignés de l'emploi, éloignés des structures. Mettre un contrat en place qui dit que ces personnes vont faire une activité. Alors, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est pas encore défini. Est-ce que c'est un travail, une activité? Peu importe. Pour le ministre de l'économie, c'est pas un emploi. Pour le président de la République, c'est ce qu'il a dit, c'est un emploi. À partir du moment où il y a des activités, c'est un travail. En tout cas, il y a une notion d'emploi. Et moi, je trouve qu'en tout cas, mettre ces personnes-là dans l'activité, c'est un contrat gagnant, ça me paraît évident. C'est le modèle qu'on a vu dans d'autres secteurs, mais c'est évident que mettre ces gens dans l'activité, dans la société. Ou de la formation d'ailleurs, parce qu'il est aussi question de... Vous en pensez quoi, Jean-Michel Garrigue? Parce que c'est pas politique, mais ça peut le devenir. D'abord, précisons que le RSA, ce sont des allocations qui sont versées par les départements. Ça, c'est important de le préciser. Certains départements disent qu'ils peinent d'ailleurs, qu'ils ont des difficultés, que c'est pas si simple, parce que le nombre d'allocataires a progressé. Donnant ou pas? Sur le principe, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est évident. Le seul souci, c'est que le RSA recouvre des situations extrêmement hétérogènes. Il y a les plus grandes faillites sociales, les plus grands drames personnels, comme il y a des jeunes notamment, qui peuvent percevoir le RSA, j'espère ne pas heurter avec cette expression, presque comme de l'argent de poche, si je puis dire. Et donc, il va y avoir des réactions qui sont à la mesure de cette hétérogénéité. Si la perception de l'un est liée à l'exécution de l'autre, enfin des heures de travaux, etc., contraindre tout le monde va être extraordinairement compliqué, je pense même socialement. Je trouve que le principe est excellent, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que la mise en œuvre, au-delà, je dirais, de la période électorale, va être extrêmement difficile et je crains que la montagne n'accouche d'une souris. C'est-à-dire que on prenne les volontaires, qu'on force ceux qui, pardonnez-moi l'expression, acceptent d'être forcés, mais que pour autant, il y a un nombre incalculable de situations personnelles vis-à-vis desquelles on n'osera rien faire et on continuera à verser le RSA à des gens qui ne sont pas capables de travailler. Des gens cassés, quoi. Des gens qu'on ne peut pas remettre sur le chemin de l'emploi. Je précise, si j'ai bien compris ce qu'a voulu dire le président de la République, là, cette fois-ci, dans le costume du candidat, il y a l'idée aussi, comme je le redisais sur le contrat engagement jeune, de remettre une prise de formation et finalement de confiance.
il y a aussi l'idée de remettre un certain nombre d'entre eux sur le chemin de la confiance, ce qui n'est pas totalement absurde, non ? On parlait de l'apprentissage, on n'est pas très loin finalement. On est dans de l'insertion professionnelle et il faut être pragmatique dans l'insertion professionnelle. Il faut probablement y aller crescendo, c'est-à-dire qu'en fonction des situations, on peut beaucoup plus inciter certaines personnes qui pourraient rentrer dans ce dispositif de formation et d'insertion professionnelle, alors que certains, sur le RSA, franchement, on n'en est pas encore à cette... Ce que dit Jean-Michel est intéressant parce que ça peut être une usine à gaz aussi, puisqu'on est dans une forme d'allocation. C'est le dernier rempart lorsqu'on a... Et on est allé au bout de ses droits d'allocation chômage. C'est le dernier rempart avant le plus rien. Et c'est une allocation. C'est là où c'est compliqué juridiquement même, je dirais. C'est certainement pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement tergiverse encore. Enfin, en tout cas, le contour n'est pas très clair pour l'instant. C'est évident. Après, je fais un petit parallèle avec quelque chose qu'on a vécu chez nous qui s'appelle Assure-moi un projet, qui est une association qui met dans l'emploi des gens qui sont éloignés, qui sont vraiment dans la vie. Vous l'aviez évoqué d'ailleurs sur le plateau. Et ça marche. C'est-à-dire que des gens que vous remettez dans le lien social... la confiance, on leur dit tu peux le faire. Et en fait, il fonctionne, et ça fonctionne bien. Donc voilà, je pense que c'est progressif. Vous avez tout à fait raison, mais ça veut dire, comme vous le disiez, qu'il faut être pragmatique, il faut être progressif, et il faut accompagner ceux qui veulent l'être. Voilà. Il y en a il y a des bénéficiaires du RSA qui pensent que tout est fini pour eux, mais on peut les accompagner pour les remettre sur les chemins de l'emploi, de l'insertion, retrouver une position dans la vie sociale, dans la vie collective. Oui, sortir de l'exclusion. C'est un peu ça. C'est là où il y a beaucoup de similitudes avec les jeunes. Ah oui. C'est pour ça qu'ils prolongent le contrat engagement jeune d'ailleurs. C'est ça. L'objectif, c'est quand même de leur mettre le pied à l'étrier, pour ceux qui le peuvent, de leur mettre le pied à l'étrier et de leur permettre cette première expérience. Et après, objectivement, une fois qu'ils ont connu cette première expérience, ils rentrent dans une dynamique qui n'a plus rien à voir. Avant de parler des apprentis, un mot, parce qu'en fait, cette question... Sur le RSA, le RMI, c'était déjà normalement en contrepartie d'une activité professionnelle. Depuis le début, depuis 91, c'était ça. Hein. Donc ça risque d'accoucher quand même d'une souris. Et ce qu'il faut, c'est au moins que ça touche une partie des bénéficiaires du RSA. Ce sera déjà pas mal. Juste un mot, parce que je veux qu'on parle des apprentis, parce qu'il y a un vrai débat, la bataille avec les Allemands, le stock, pas de stock, c'est un sujet un peu complexe. On va vers le plein emploi, parce que l'idée du candidat Macron, dans l'hypothèse qu'il soit élu pour un deuxième mandat, c'est d'aller encore plus loin dans le plein emploi. On y va ou pas ? Parce que de vos fenêtres respectives, je veux dire, vous sentez, il y a le baromètre Manpower qui dit qu'on n'a jamais autant recruté, avec des paradoxes d'ailleurs. Hein. Moi, ce qu'on observe, c'est que les voyants sont au vert, mais qu'en même temps, ça peut être fragile. C'est-à-dire que ce qui se passe avec l'Ukraine, les énergies, l'inflation qui revient, on sent que ça peut s'arrêter à tout moment. En attendant, force est de constater quand même que ça marche plutôt pas mal et que globalement, le climat des affaires est quand même plutôt bon. En tout cas, pour aujourd'hui, dans la photographie du jour, vous dites on est toujours dans cette dynamique finalement post-Covid. Pour l'instant, oui. Vos DRH, tous ceux que vous rencontrez là, ils vous disent quoi ? Mais c'est comme le RSA. Il y a une hétérogénéité énorme. Les cadres, vous l'avez reçu il n'y a pas longtemps, Gilles Gatteau, le directeur général de l'APEC, avec lequel je discutais il y a quelques jours à peine, me disait on est à la limite du plein emploi pour les cadres, enfin de ce qui est considéré... Chez les cadres, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on dirait statistiquement comme le plein emploi. Ce n'est pas le plein emploi au sens propre du terme. Il y a des tas de professions pour lesquelles on cherche désespérément des gens à embaucher. J'ai par exemple beaucoup d'amis dans le monde de la restauration, nous en parlions, etc., qui, pour certains, limitent leur activité parce qu'ils n'ont pas assez de monde. Ils n'arrivent pas à trouver des candidats. On est dans des métiers dans lesquels on est clairement dans une situation d'offre bien supérieure. Bon. Et puis, il y a là aussi des métiers, des catégories, etc., pour lesquels il y a encore beaucoup de gens qui cherchent des emplois parce qu'ils ne sont plus adaptés au marché de l'emploi, parce qu'ils n'ont pas les bonnes formations, parce qu'ils n'ont pas le bon âge. Il y a une fragilité quand même dans ce que dit Cédric. Il y a quand même l'idée qu'on est un peu comme ça. Ça va bien, mais on sent qu'une petite étincelle, une inflation qui monte trop, on est quand même sur un peu la ligne de crête. Là. On est à fond. Enfin, moi, je suis chef d'entreprise, puisque Quadra est un cabinet de chasse de tête
sur les cadres dirigeants. Ça chasse beaucoup. Et on n'arrête pas. La dynamique est extrêmement forte, mais avec beaucoup de chefs d'entreprise qui disent le TGV est à fond. Mais il ne faut pas qu'on se prenne trop d'embûches parce qu'on peut très vite dérailler. Et puis il y a quand même des contextes internationaux qui ne sont pas rassurants. Il faut quand même le reconnaître. Les apprentis, ça c'est intéressant. Ce débat des apprentis. D'abord, les chiffres sont très bons puisque les alternants, les apprentis, on n'en a jamais autant signé, 730 000. Il y a un débat sur le chiffre, mais on est approximativement. D'ailleurs, j'ai lu dans un article des Échos qu'on n'arrivait pas exactement à savoir à l'instant T. Vous avez vu cet article qui est assez incroyable. Oui. On n'arrive pas, vous l'avez lu comme moi. Selon les statistiques. On ne sait pas. Bien sûr. Entre ceux qui rentrent, ceux qui sortent et ceux qu'on a signés, alors on se dit c'est 800 000, c'est 750 000. Vous êtes d'accord? C'est un peu flou quand même. Oui, ce oui, chiffre, on lit plusieurs chiffres dans la presse, effectivement. Enfin, il n'empêche pour moi que ça reste des emplois. C'est des emplois. Oui, Non, c'est des emplois, voilà, bien vous sûr, rentrez dans le sujet. Bah, ce sont des gens qui sont formés, qui travaillent. À partir du moment où vous travaillez, c'est un emploi. On peut. C'est pas parce qu'il y a une aide de l'État, c'est pas parce qu'il y a des avantages fiscaux, sociaux que c'est pas du job. C'est du job. Bien sûr que c'est sur nouveau. Et c'est un emploi partiel. Parce que c'est complété par une formation qui vient faire la transition, en fait. C'est ça qui est intéressant. Tous les deux, et je vais entendre Jean-Michel, mais ce que vous dites, si je vous rejoins, c'est un emploi. Donc, de fait, ils font statistiquement, non pas mécaniquement, mais statistiquement, baisser les chiffres du chômage. Vous êtes d'accord? Bien sûr. On assume totalement. Bien sûr. Jean-Michel, quel est votre point de vue là-dessus? Il est très clair. C'est qu'il y a un effet d'aubaine. C'est incontestable. Oui, parce que presque 800 000 ou 900 000. On entend beaucoup dire que des entreprises ont embauché en alternance parce que, pour parler franchement, la première année, ça peut être quasiment gratuit. Hein, bon. Elles auraient embauché de toute façon, mais elles embauchent en alternance. Et alors, comme vous le dites très justement, ce sont des emplois. Et au-delà même d'être des emplois, ça devient une tendance, ça devient un comportement, ça devient un réflexe. La raison pour laquelle l'Allemagne était bien en avance sur la France, c'est qu'en Allemagne, les chefs d'entreprise ne se posent pas la question. C'est l'alternance automatiquement, quel que soit le niveau. Et ce qui a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, c'est l'irruption de l'alternance dans le tertiaire, dans l'enseignement supérieur. Supérieur, absolument. Ou avec et dans des métiers de cadre. Autant que je m'en souvienne, c'était l'ESSEC qui avait la première lancé la mode, pardonnez-moi l'expression, il y a une dizaine d'années, en proposant aux entreprises des jeunes cadres en alternance. À l'époque, je me souviens, ça avait fait un tollé. Parce que l'alternance, c'était les métiers manuels en France, globalement. C'était tellement dévalorisé que c'était les métiers manuels. Aujourd'hui, c'est passé dans le langage commun. La banque, mais parce qu'un chef d'entreprise recruter un alternant, il ne se pose pas la question, il y va. Bien sûr, bien sûr. Alors que créer un poste, il ne le fait pas obligatoirement plus facilement. Il faut préciser que l'État a aidé qu'une fois l'alternant arrivé dans l'entreprise, il a beaucoup plus de chances d'être confirmé. On est à 80%, je crois, de taux de transformation de l'alternance. Et puis, côté assurance, vous aussi, excusez-moi, le tertiaire, les banques, les assurances travaillent énormément sur l'alternance. Mais en fait, surtout la réalité, c'est que l'alternant, qui est un employé comme un autre, il crée son job. Et quand il crée son job, il crée son poste, et ensuite, tout le monde se dit, mais en fait, il est indispensable, il est incontournable. Et donc, en fait, ça va à l'encontre de la théorie des 35 heures. C'est-à-dire que plus vous créez des jobs, plus ça s'appelle du job. C'est exactement l'inverse du partage du temps. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, parenthèse, une candidate souhaite réformer littéralement, Valérie Pécresse, les 35 heures. Enfin, elle dit ça ne sert plus à rien, il faut repasser sur une règle des 39 et flexibiliser en fonction des secteurs. Enfin, il y a un débat. Non, vous n'êtes pas... C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est qu'on a enfin, pour une fois, laissé l'entreprise avancer, décider... On ne fait pas assez confiance à l'entreprise. Les lois Fillon, notamment. Voilà, on ne fait pas assez confiance à l'entreprise. On l'a bien vu d'ailleurs dans des tas de domaines, au moment de la pandémie, les règles sanitaires, etc. Honnêtement, un chef d'entreprise aujourd'hui, il a beaucoup de solutions pour aménager une durée de travail en créant, on peut même au niveau de l'entreprise décider un accord qui peut être dérogatoire à la de ce qui existe au niveau de la branche. Exact. Ce qui est là encore une avancée extraordinaire. Donc il y a de la souplesse, pas besoin de tout casser. Alors, il y a un vrai risque, moi je pense, à vouloir rebouger de 35 à 39 heures, de rigidifier un certain nombre de choses. Donc au contraire, gardons cette souplesse. C'est dur ce que vous dites, parce que moi j'ai fait tellement de débats de chefs d'entreprise, de patrons qui criaient haro sur les 35 heures, maintenant vous dites qu'il ne faut plus y toucher. Oui, mais elles ont évolué quand même. Elles ont évolué, mais parce que tout a été assoupli. Ce sont des 35 heures de façade aujourd'hui. Oui, c'est ça. Le chef d'entreprise, c'est un décor, moyennant des contreparties naturellement, qui veut
trouver un accord au niveau de son entreprise qui soit gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées, il peut le faire. Bien sûr. Il faut garder cette souplesse au niveau des entreprises. C'est ça le plus important, finalement. Vous allez voir, on va parler d'un sujet. Alors, ça peut paraître être un peu l'enfant pauvre dans l'entreprise, parce que l'entreprise, elle a 1000 sujets à gérer, mais la question du sport, ou en tout cas du sport et de l'activité physique pour avoir des collaborateurs performants, est posée dans un rapport parlementaire. 2 députés, 2 femmes, une députée LREM, je l'évoquais, une députée MoDem, soulignent par ce chiffre, 18% seulement des entreprises permettent à leurs collaborateurs d'avoir une salle de sport, ou une table de ping-pong, ou un coach pour le yoga. Et elles évoquent, au-delà du gadget, l'idée que c'est un travail de prévention. Je me tourne vers vous parce que comment ça se passe? Je ne sais pas si vous avez décidé de vous doter de cet outil chez Spivy. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, mais vous l'avez. Oui. Si vous ne l'aviez pas, j'étais très embêté. Non, on l'a fait, mais on a créé une salle de sport. Enfin voilà, on a une salle de sport avec des coachs qui sont à disposition des collaborateurs. C'est clair, pour moi c'est essentiel. Alors il ne s'agit pas de mettre la table de ping-pong à la place de la salle de réunion et que ça soit la foire d'empoigne, c'est pas ça le sujet. Mais par contre, que le sport soit plus présent dans l'entreprise, oui, c'est évident. Comme il doit être plus présent dans l'éducation de nos enfants, et quand on se compare avec certains pays, notamment la Grande-Bretagne, on est quand même loin sur ces sujets-là. Je suis d'accord. Vous en pensez quoi? Parce que c'est un peu l'enfant pauvre des sujets de l'entreprise. Oui, le sport, le coach, on verra après. Mais sauf que ces députés évoquent quand même l'idée qu'on est dans un travail de prévention, de lutte contre les maladies cardiovasculaires. On a des collaborateurs qui sont moins stressés quand ils arrivent en réunion, parce qu'on a tous fait du sport, enfin je le pense, et que quand on fait un footing, on revient, on est plus relax, et on aborde les sujets différemment. Donc c'est aussi... Qu'est-ce qu'ils vous en disent, vos cadres surmenés? Depuis le début du mois de mars, le sport est un critère RSE. Hein. C'est vrai. Donc c'est tout récent, et ça montre bien combien, finalement, l'extra-professionnel renforce le professionnel. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc moi, le sport, si c'est financé de l'individuel, le chef d'entreprise, je ne sais pas s'il se retrouvera pleinement. Mais par contre, aller chercher du collectif. Nous, on s'est inscrits en groupe pour aller faire le Paris-Versailles. Mais voilà. Vous le préparez, là et là, alors, vous le moi, je suis blessé, mais c'est très connu comme. Mais très clairement, l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir une dynamique collective. Il y en a qui vont le faire, il y en a d'autres qui vont supporter. Il y a un petit côté team building, mais par il y a un team ailleurs. building, Ouais, et c'est ça qui est intéressant dans l'insertion du sport. D'autant plus qu'on a des équipements partout. Mais bien sûr. À part si on est cœur Paris, objectivement. Quand on sort un peu des équipements sportifs, les mairies... Hors Paris. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui sont à disposition quand même. Donc et c'est super, et les gens sont demandeurs de ça. Vous en pensez quoi, Jean-Michel Garrigue? Je sais que c'est un peu comme Churchill, vous, c'est nos sports. Hein. Je ne ferai pas de commentaire, mais je fais 10 km en vélo d'appartement tous les matins. Et donc, vous voyez, mais je vous assure on apprend des choses dans cette émission. En fait, le meilleur reste à venir. Le pragmatique rejoint le prosélyte. Aujourd'hui, dans tout ce qui est... aménagement des conditions de travail, qualité de vie au travail, proposer aux collectifs des conditions particulièrement attractives pour les inciter à revenir bosser sur le lieu de travail, pour continuer à créer un collectif. On est d'accord. Même ceux qui ne se moquent complètement du sport, par pragmatisme et non pas par prosélytisme, ils vont s'y mettre parce qu'ils savent que ça peut améliorer leur marque employeur, leur offre vis-à-vis de leurs collaborateurs, et ils vont se lancer là-dedans. Comme d'ailleurs un tas d'autres facteurs qui étaient complètement ignorés et c'est là où la pandémie a bouleversé énormément de choses, et notamment celle-là, c'est qu'aujourd'hui, si on veut avoir une marque employeur forte, si on veut proposer à des collaborateurs des projets attractifs, pour attirer notamment des gens dont on a besoin dans des métiers pour lesquels l'offre est bien supérieure. Il faut une offre de service, mais bien sûr. Il faut une offre extra professionnelle. Comme sur une voiture pour les options, quoi. Messieurs, dames, venez ici, c'est meilleur chez nous. Faire venir un ostéo sur le lieu de travail. Bien sûr. Ça, donner des cours d'œnologie de temps en temps. Pas trop. Sans abuser. Mais il n'en demeure pas. Et voilà, c'est ça. Le tout, c'est de recracher. C'est exactement ça. Réussir. Mais vous avez raison. C'est ça. C'est créer de l'extra-professionnel. Exactement. Mais
Chez vous, je ne sais pas si vous avez des indicateurs, effectivement, vous l'évoquez, ça rentre dans des indicateurs RSE, alors ça va devenir très compliqué, les RSE. Ah, c'est technique. Hein. Très large. Faut de l'extra-financier. Ouais. Est-ce que vous ressentez, chez vous, les collaborateurs, par des tableaux de bord, par des retours, qu'ils se sentent mieux, que globalement, même presque l'ambiance au travail, quand on a fait sa séance de yoga, de coaching, de relaxation, de ce qu'on veut, vous sentez des collaborateurs plus engagés, parce qu'il y a la marque employeur, puis il y a l'engagement. C'est indéniable. En revanche, on ne le mesure pas d'un point de vue statistique assureur. Voilà. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale fait en sorte que quand on est assureur complémentaire, on ne sait pas la pathologie. En fait. Oui. Donc, vous avez beaucoup de mal à mesurer quels sont les bienfaits des actes de prévention ou du sport, ou ce genre de choses. Mais en revanche, en interne, on le sent, c'est évident. On le voit sur la stabilité des équipes, le voit sur le sourire et le plaisir que les gens ont à revenir au travail. C'est aux entreprises parce qu'il y a un vrai débat qui est d'ailleurs posé dans le rapport parlementaire, puisque Jean Castex a reçu ce rapport. Il y avait une loi qui avait été votée quelques semaines avant sur le sport, moderniser le sport. Est-ce que c'est à la Sécu, à l'État, de dire on doit l'imposer, c'est-à-dire dans une loi, un article voté à l'Assemblée qui... Ça y est, alors là, je vais vous énerver. On commence à imposer. Ok, d'accord. Non, c'est nécessaire. D'accord. Mais ça va venir. Les entreprises à mission, mais ça vient assez vite. Hein. Et les entreprises à mission, on est clairement dans cette dynamique. C'est vrai. Et c'est un mouvement... Donc ça veut dire que dans le cahier des charges d'une entreprise à mission, parmi un des éléments, il doit y avoir le sport. Et même le cran d'avant. Parce qu'avant l'entreprise à mission, il y a raison d'être. Que l'entreprise à mission, faut modifier, vous savez, l'objet social, alors que dans la raison d'être, sont juste des grandes déclarations, etc. Mais ça fait partie du package sociétal. Aujourd'hui, le sport, comme le coaching, enfin des tas d'éléments qui permettent d'améliorer la visibilité de l'offre. Non, mais juste une chose quand même, c'est pas forcément à l'initiative de l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur, oui, doit faire des choses, mais les collaborateurs, et nous c'est le cas aussi, proposent des choses. Bien sûr, c'est aussi ouvert. Enfin, ils viennent vous voir, ils vont voir les RH, ils vous disent... Vous disiez, c'est-à-dire s'inscrire à un marathon, enfin un semi-marathon, une course ensemble, une activité de groupe. Bien sûr. Non, mais je me tourne vers l'assureur. Vous parliez des mutuelles, vous parliez de on a aujourd'hui des salariés tellement stressés, on parle beaucoup de burn-out. Si on travaillait sur le préventif en amont, et là, excusez-moi, c'est de l'ordre du régalien. C'est de la médecine chinoise. C'est ce que font un certain nombre d'ouvriers dans les grandes usines chinoises avant de commencer à produire, et ils produisent longtemps. Eh bien, il y a du tai chi, il y a de la relaxation, tout ça étant pas uniquement pour le plaisir des salariés, mais pour les rendre plus vigoureux et plus performants. Enfin, excusez-moi. Est-ce que ça va éviter le burn-out ? Enfin, je pense que là, je pense que quoi qu'on en dise, il y a une responsabilité du dirigeant, c'est-à-dire que le dirigeant. Oui, mais c'est l'État qui l'impose, vous le savez. Il doit agir sur un certain nombre de priorités et qu'il y ait foot avant ou pas foot avant, il peut y avoir un burn-out quand même. D'accord. C'est une question d'organisation. Vous n'en voulez pas de mon État, en fait, aujourd'hui. Une solution qui pourrait être... La Sécu pourrait l'imposer. Une solution qui pourrait être intéressante, je ne dis pas que c'est la panacée, mais comme il y a des titres restaurants, il pourrait y avoir des titres sportifs, c'est-à-dire un avantage fiscal. Ouais, mais c'est individuel. Ça sera individuel. Mais ce sera individuel. Mais ça permet, sans imposer... On ne peut pas imposer à un collaborateur de faire du sport. Mais c'est le débat qui est posé là. Mais si on l'incite... en disant, l'entreprise met une partie, l'État met une partie par la défiscalisation. Mais ce qu'ils disent déjà que les CE... oui, c'est les CE, quoi. Et les salles de muscu, salles de sport qui est moins cher. Ça marche pas plus. Et puis surtout, c'est que ça n'a pas... c'est un gain pour la Sécu, parce que le rapport dit de mémoire de tête, parce que je ne l'ai pas noté ce point-là, mais je crois que c'est 380 € par salarié d'économie sur l'assurance maladie. C'est-à-dire que c'est moins de médicaments, le sport. Quand même, je me tourne vers l'assureur, c'est un peu sérieux quand même pour les finances publiques. C'est la vraie prévention des risques chroniques. Et pourtant, que 18%. Mais il faut, je pense, un dispositif nouveau. Vous avez tout à fait raison quand vous parlez de la subvention de fonctionnement ou des offres sociales que l'on donne au CSE maintenant. Pour des salles de sport, etc. Mais ça existe. Ça marche dans certaines entreprises, ça ne marche pas dans d'autres, etc. Peut-être faut-il un petit électrochoc, parce que c'est quand même un sujet... il est important, mais il n'est pas essentiel. Peut-être faut-il un électrochoc par ce biais-là, mais ça peut être n'importe quelle autre initiative qui permettrait de dire, voilà, on te responsabilise dans ta décision, l'entreprise te donne de l'argent, l'État t'en donne aussi, tu as des moyens à ta disposition,
et tu y vas. Pas vous challenger, mais je pense qu'un électrochoc est plus que nécessaire et utile pour des collaborateurs, parfois en surpoids, parfois dans le tabagisme, parfois dans le stress, et que si on les pousse pas un tout petit peu, si on les accompagne pas, il n'est pas question de les licencier non plus. Mais là où c'est plus complexe, c'est pour les petites entreprises en fait. c'est exactement ça. Dès que les entreprises sont un peu structurées, finalement, CSE, moyens, PME, ça marche pas. syndicales, ça fonctionne bien. Les TPE même. TPE, 95% des entreprises qui ont moins de 10 collaborateurs. Celle-ci aurait besoin d'une aide de la Sécu, enfin, aucun de l'État. On est 10 collaborateurs dans ma société. C'est vrai que ce ne sont pas des démarches auxquelles on pense forcément, parce qu'on n'a pas de représentant du personnel, on n'a pas. Bien sûr. On s'entend très bien, il y a une très bonne ambiance. Mais je veux dire, on n'a pas forcément ce genre de réflexe qu'on pourrait avoir par des dispositifs du type de celui que j'évoquais. Merci Jean-Michel Garrigue. On a parlé des clubs d'onologie. Je sais que vous avez été sensible à ça, Jean-Michel. Directeur associé en charge des RH chez BLB Associés, 10 collaborateurs chez BLB, et vous êtes au contact de dizaines, pour ne pas dire de centaines de DRH. Exactement. Cédric Pierronneau, merci, DG SPI, SPI Vie Assurance, avec ce sport, on l'a entendu, c'est important de le dire, proposé à vos collaborateurs. Absolument. Et merci à Jean-Marie Leroy, président du cabinet Quadra Consultants. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. On termine par Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va vous concerner. Comment on gère l'offboarding? On en parle avec notre invité.